Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler d'Ethereum en particulier. Parler un temps soit peu aussi de Shiba et des autres crypto-monnaies. Nous allons parler spécifiquement du merge, ce protocole qui a été implémenté dernièrement sur Ethereum. Quel est l'impact de ce protocole sur le prix Ethereum et sur l'avenir même d'Ethereum? Voilà, nous allons parler de tout ça. Nous allons parler de la décentralisation. Nous allons parler de la preuve d'enjeu, la preuve de travail. En fait, tout ce qui concerne Ethereum aujourd'hui, nous allons parler. C'est une vidéo aussi pépite comme on avait fait pour le Bitcoin. Voilà, on avait parlé de l'historique du Bitcoin. Ici, ce n'est pas l'historique, mais on va parler un peu de la technicité qui est derrière Ethereum pour que vous compreniez en profondeur c'est quoi cette crypto-monnaie et quels sont, comment on appelle, les différents avantages de différents protocoles qui sont en train d'implémenter actuellement et l'impact de tout ceci dans l'écosystème des crypto-monnaies en général, mais en particulier sur l'Ethereum et tous les protocoles liés à l'Ethereum. Voilà ce dont nous allons parler ce matin. Ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà. Donc, dernièrement, le merge, qui est un protocole qui a été lancé sur Ethereum, voilà, qui s'est produit le 15 septembre. Voilà. Disons que ce merge-là, c'est quoi et qu'est-ce qu'il apporte à l'écosystème d'Ethereum, voilà, sur l'impact sur le prix et tout ça. Donc, comprenez déjà que c'est une transition, voilà, du proof of work vers le proof of stake. C'est très important pour Ethereum parce que, voilà, le Ethereum fonctionnait généralement un peu comme le Bitcoin. Voilà, il fallait avoir des appareils assez sophistiqués, des ordinateurs assez sophistiqués, on appelle des ASIC, voilà, qui maintenant vous permettaient de faire le minage pour la sécurité du réseau. Voilà. Et donc, vous savez que les détracteurs même du Bitcoin utilisaient le fait que les ordinateurs consomment beaucoup d'énergie pour dire que le Bitcoin n'est pas écologique et tout ça. Donc, du coup, ça, c'est encore quelque chose qu'on peut discuter parce qu'on a remarqué que même le système suite même consomme plus d'énergie même que le Bitcoin. Donc, du coup, ça, c'est les détracteurs qui parlent aux novices qui ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, quand on revient maintenant sur Ethereum qui fait ce passage très très fort, parce que certains pensent même que ce passage du proof of stake, du proof of work vers le proof of stake, c'est comme actuellement, parce que l'Ethereum, la blockchain est déjà lancée, c'est-à-dire l'Ethereum 1.0 vers l'Ethereum 2.0. Alors, c'est comme si une Formule 1, voilà, vous connaissez les rallyes Formule 1 là, il est en pleine course et puis on va changer son moteur ou mettre ça dans une autre voiture ou bien en tout cas changer de moteur pendant qu'il est en course. Vous voyez comme c'est compliqué. D'autres même parlent comme si c'était un avion, voilà, qui est en plein vol et puis on va faire le changement de moteur. Tellement comment on appelle, la complexité technologique est vraiment de taille. Donc, si c'est raté, alors Ethereum va prendre un coup. Maintenant, si ce n'est pas raté aussi, quel sera aussi l'impact de tout ça sur Ethereum et l'avenir de ce protocole? Voilà un peu, comment on appelle, le merge. Voilà ce qu'il allait apporter. Alors, on nous informe que Ethereum, au niveau de l'implémentation de Ethereum 1.0, ça a pris seulement que 20 mois. Voilà, pour être implémenté, voilà, en tenant compte du white paper et tout ça. Mais le merge, voilà, dans son implémentation finale, va prendre jusqu'à 22 mois pour être déployé. Alors, donc, ce qui veut dire quoi? Le 15, on ne peut pas sentir, voilà, le 15 là, on n'a pas pu sentir, voilà, véritablement, voilà, le côté utilisateur en tout cas, vous ne pouvez pas sentir l'effet de ce merge là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit autour. Nous, on ne s'est pas précipité pour faire des vidéos dessus parce qu'on sait qu'il n'allait pas avoir d'impact considérable pour ceux qui connaissent la technologie derrière. Voilà, donc du coup, il y a eu beaucoup de bruit là-dessus et tout ça. Mais pratiquement, il n'y a pas eu d'incident, non seulement sur le prix, mais en même temps aussi, il n'y a pas eu d'incident aussi
en tout cas, pratiquement sur, comment on appelle, disons, l'écosystème même en termes d'évolution du prix, tout ça, il n'y a pas eu quelque chose de notable en tant que tel. Voilà. Alors, on se dira, mais si il n'y a pas eu d'incident, ben, hein, ça sert à quoi ce merge là même là, ça nous apporte quoi? Non seulement le nom même est bizarre, mais ça nous apporte quoi? Donc, on va vous expliquer ce que ça apporte. Déjà, avant même d'arriver au merge, on vous avait parlé ici tantôt du protocole ERC 1559 qui était venu juste pour stabiliser le réseau, pour stabiliser les frais, et une partie des frais était récupérée pour être brûlée pour rendre Ethereum déflationniste. Déjà, ça, ce protocole a été déjà implémenté. Voilà, pour réduire les frais. N'oublions pas que Ethereum, dans son layer 1, il y a plus d'1 million d'applications sur Ethereum. Alors, ce qui fait qu'arrivé un moment, les transactions sont devenues chères parce que les mineurs, là, sur le Proof of Work, les mineurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle... les mineurs passent leur temps à jouer, à faire, comment on appelle, des enchères sur les frais pour faire augmenter les frais. Alors, du coup, si tu veux que ta transaction passe vite, alors toi, tu vas payer plus de frais pour cela. Voilà ce que les mineurs se permettent de faire. Donc, alors, ils ont envoyé déjà même ce protocole. Déjà, c'était un signalement pour dire ce que vous êtes en train de faire là, ça a changé. Alors, ce protocole-là récupérait quelques frais pour les détruire. Alors, certains mineurs qui ne sont pas d'accord même avec le passage du Proof of Work au Proof of Stake, voilà, mais quand même, ça a été fait, c'est un consensus, les gens ont accepté. Alors, on va rendre difficile le côté minage. Ils ne vont pas te dire qu'il faut laisser, mais ils vont rendre le côté difficile, le minage. Donc, de ce toi-même, tu ne vas plus être rentable. Alors, tu vas devoir laisser ce protocole-là pour passer au Proof of Stake. Maintenant, c'est quoi le Proof of Work? C'est quoi le Proof of Stake? Le proof of stake, le proof of work, comme le nom le dit en anglais, c'est la preuve de travail. Alors, les ordinateurs interconnectés qui font le minage pour sécuriser les réseaux, alors ils sont récompensés par une certaine quantité, que ce soit en Bitcoin ou bien en Ethereum. Dans le cas d'Ethereum, vous êtes récompensé en certaines quantités d'Ethereum quand vous arrivez à trouver la prochaine bloc. Voilà comment ça se passe. Ok, donc de ce fait, maintenant, quand on va passer maintenant au proof of stake, qui est la preuve d'enjeu ou de participation, là en ce moment, comme dans le proof of work, on avait bien des ordinateurs sophistiqués pour comment on appelle, sécuriser les réseaux. Ici, on n'a pas besoin d'ordinateur, on n'a pas besoin de choses compliquées. On te demande d'avoir seulement 32 Ethers. Si tu as 32 Ethers, alors tu deviens un validateur de nœuds, un validateur de transactions. Alors tu auras la possibilité d'être validateur. Et donc, quand tu es choisi comme validateur, alors tu reçois des récompenses. Le fait de verrouiller tes 32 Ethers pendant un certain nombre de temps, alors jusqu'à 4% tu reçois comme récompense de staking. Voilà, pour avoir verrouillé comment on appelle, tes 32 Ethers. Et donc, tu reçois jusqu'à 4% annuel. Voilà, donc du coup, il n'y a plus à faire de dire, voilà, les frais qui étaient exorbitants, tout ça, les frais là vont être réduits parce que ce n'est plus les mineurs qui font le jeu, c'est la blockchain qui gère maintenant. Et c'est la blockchain qui choisit qui est validateur. Une fois que tu as 32 Ethers et que tu as bloqué dans le protocole, alors tu deviens un validateur, tu as la chance non seulement de bénéficier de certains Ethers fraîchement, comment on appelle, minés. Voilà, du coup, et les frais de transaction, tu reçois une partie jusqu'à 4% annuel. Voilà simplement ce qu'il faut comprendre. Maintenant, quand on parle du protocole Ethereum, n'oublions pas que le trilemme dans le domaine de la blockchain, alors c'est ce que toutes les blockchains essaient de faire. Alors ce trilemme-là parle de sécurité d'un côté, parle de confidentialité, de décentralisation du deuxième et de scalabilité, de la rapidité. Donc ça fait un triangle dans lequel si tu te concentres sur la sécurité, alors c'est souvent difficile d'être plus décentralisé ou bien d'être confidentiel. Alors si tu te concentres aussi sur la scalabilité, la rapidité d'exécution, alors il est difficile de pouvoir gérer les deux autres côtés qui sont la sécurité et la décentralisation ou bien la confidentialité. Voilà un peu les choses. Alors, sécurité, tout ça, scalabilité, confidentialité ou décentralisation, alors le protocole a choisi ici la scalabilité et la sécurité comme deux protocoles sur lesquels ils vont mettre plus l'accent. Alors voilà ce que Ethereum a choisi. Alors, ce passage qui a été implémenté dernièrement, alors va permettre certains avantages que nous allons vous expliquer ici.
Voilà, n'oublions pas que les frais, la première des choses déjà qui dérange et pour tous les côtés utilisateurs, c'est les frais qui sont exorbitants. Souvent, à un certain temps, quand le Bitcoin était monté, tu vas aller faire une transaction de 100 $, on te dit toi-même les frais que tu dois payer là, c'est 150 $. Mais ça, c'est dans quel monde on va avancer avec ça? Donc, ça, c'est les mineurs qui jouent à ce jeu-là, comme ça, pour emmerder les gens, augmenter les frais exorbitants. Donc, tout ça, Vitalik avait dit qu'il allait faire. Et voilà, le processus a été lancé maintenant. Alors, Vitalik, quand on l'a interviewé dernièrement, il a dit que lui, il pense plus que, par exemple, si quelqu'un vient pirater un réseau, alors il peut prendre jusqu'à 1 milliard de dollars. Mais n'oublions pas aussi que non seulement en train de sécuriser, mais les frais aussi, là, ça agit sur les utilisateurs. Alors, quelqu'un aussi, c'est-à-dire, peut augmenter les frais exorbitants. Les frais, là, les mineurs peuvent jouer à ce jeu jusqu'à aussi prendre jusqu'à 1 milliard de dollars de frais. Alors, tout ça, ils trouvent que c'est trop. Il fallait chercher à enlever ça de leurs mains pour que le côté utilisateur de la crypto-monnaie soit vraiment intéressant. Pourquoi les gens fuient la finance traditionnelle pour venir dans la crypto-monnaie? Parce qu'il y a la rapidité d'exécution, pour certains aussi c'est la confidentialité, voilà, certains aussi c'est le fait que les frais sont réduits, c'est ça qui attire les gens. Maintenant, si vous continuez à augmenter les frais là-bas, comment est-ce qu'on pourra créer aussi cette adoption massive? Voilà ce qu'il dit, et donc il n'est pas d'accord avec ces côtés de ces mineurs-là. Alors, dans l'évolution de ce protocole, alors plusieurs choses vont se mettre en place, alors tels que le sharding, on parle aussi des mécanismes de consensus que je viens d'expliquer, le proof of work vers le proof of stake. Il parle aussi, comme avantage aussi, de réduction des frais. Mais la réduction des frais n'est pas immédiatement implémentée dès le 15 par rapport au merge, parce que il y a plein de choses qui se passent avant que cela ne soit totalement implémenté, plus de 22 mois d'abord, avant qu'on commence à sentir un tant soit peu ce changement. Alors, quand on regarde ceci, quels sont les risques qu'un protocole peut encourir dans les différentes évolutions de sa vie? Alors, le cas d'école de Terra Luna a rappelé à chacun ici que il est intéressant dans la crypto-monnaie de faire de l'argent, surtout même dans les protocoles de DeFi, mais aussi on peut avoir des risques. Alors ces risques-là, c'est ce que Terra Luna a révélé au grand public. Selon Vitalik Buterin, quand il expliquait, il dit que Terra Luna, pour lui, c'est très bien arrivé. Ça, c'est très bien arrivé. Pourquoi? Parce que si on a perdu, les gens ont perdu, on va dire, autour de 50 millions, voilà, 50 milliards par exemple, ou 50 millions, alors c'est bon. Si les gens ont perdu 50 milliards, c'est bon que d'aller perdre 500 milliards. Alors ils pensent que ce qui est arrivé là, ça parle aux gens. Pour lui, quel que soit ce que nous faisons, le côté, par exemple, de la vie réelle, là, il faut tenir compte de ça. Parce qu'il dit, le protocole Terra Luna donnait jusqu'à 10% annuel en staking. Alors, quand tu t'en mets ton argent là pour faire staking, 10%, alors selon lui, c'est risqué. Mais les gens pensaient qu'il fallait prendre de l'argent de l'autre côté, dans la finance traditionnelle, venir mettre là-bas, qu'il n'y avait pas de risque. Que lui, selon lui, quand on regarde la finance ordinaire, alors les frais ne peuvent même, c'est rare de trouver des banques ou bien vraiment des fonds d'investissement où on peut te donner jusqu'à 10% annuel. C'est difficile d'avoir ça. Alors il s'est dit, mais vous pensez que ça doit être différent dans le monde de la crypto-monnaie? Alors si vous voulez cette différence, attendez-vous aussi qu'il y ait des risques aussi. Alors ce sont ces risques-là que la douleur que les gens ont ressentie avec Terra Luna, que ça a révélé au public, au grand public, pour se dire, alors doucement, allons doucement. On ne veut pas être comme la finance ordinaire traditionnelle, mais aussi ça ne veut pas dire qu'il faut créer des protocoles où vous allez inciter les gens à venir et vous n'êtes pas sûr de garantir la sécurité par derrière. Et donc la sécurité a son sens ici. Voilà. Et donc, il expliquait que voilà, ce protocole a donné ce cas d'école à tout le monde. Voilà, parce que les gens ont commencé à comprendre l'effet du danger aussi quand on investit, quand on ne tient pas compte et qu'on est toujours à la recherche d'avoir plus. Ceux qui faisaient par exemple le staking, par exemple de Shiba, sur Binance trouvaient que ce que Binance donne est petit, ils sont allés mettre leur argent dans Hotbit. Alors quand ils sont allés mettre leur argent dans Hotbit, le côté staking était plus élevé sur Hotbit. Mais aujourd'hui, quand on regarde, quelques temps après, quelques mois après, c'est pas Hotbit qui a eu problème là. Voilà, l'argent est bloqué là-bas maintenant. Tu as eu des récompenses, mais est-ce que tu arrives à prendre? Souvent, il ne faut pas chercher à avoir plus gros. Le petit qu'on te donne et puis tu es sûr de ça là, il faut t'adapter à ça. Il faut t'adapter à ça.
Et donc, c'est le cas d'école aussi que ça rappelle à ceux qui sont là en train de courir. Quand on te dit telle plateforme fait tel truc, ils courent pour aller là-bas. Mais tu t'en vas là-bas, tu as quelle garantie que ton argent, où tu en mettre là, que tu es sûr dans les 5 prochaines années que cet argent-là soit là-bas encore. Tu as cette garantie-là. Alors quand on vous parle de Binance, même il y a des détracteurs. Mais n'oubliez pas que Binance met jusqu'à 1 milliard de dollars dans la sécurité de son réseau. 1 milliard de dollars. Vous connaissez combien de protocoles qui font ça? Vous connaissez combien de protocoles comme Binance qui ont ce qu'on appelle une assurance. En cas de hack, alors ils peuvent dédommager les gens. L'argent de ça là même là, l'argent qu'ils gardent pour ça là, comment ça se passe? Lorsqu'il y a une transaction, quand vous faites des opérations de trading sur Binance, alors une partie est récupérée directement pour être mise dans ce fonds là. Dès qu'il y a un problème, Binance prend pour régler ça. Alors Binance a subi 2 hacks au cours de sa vie déjà. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Mais ils sont là. Deuxièmement, j'étais déjà sur Binance en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on nous a juste suspendu les retraits, les dépôts pendant un moment. Et puis après, c'est parti. Nos pièces n'ont pas souffert de quelque chose. Ça n'a même pas duré. Mais voilà, Hotbit qui est là. Il y en a qui disent, mais qui n'arrivent pas, bien que le site a été relancé d'une manière, alors d'autres disent qu'ils n'arrivent pas jusqu'à présent à retirer leur argent. Bon, du coup, même si ils vont le faire, alors tout ça, ça vous rappelle d'être très prudent dans la sélection de vos plateformes. Continuons un peu concernant, voilà, comment on appelle, le côté des crypto-monnaies. Alors, si on comprend qu'un protocole peut être risqué, même si dans les 10 prochaines années, si que tu as remarqué que quand tu regardes, tu as analysé le protocole, dans les 10 prochaines années, c'est 75% de chances que, en tout cas, il reste. Mais si il y a même seulement que 25% des gens qui disparaissent, alors fais attention. Fais attention avant de choisir ce protocole et de laisser l'argent là-bas sur le long terme. Il faut faire très attention, voilà, à cela. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, voilà les besoins que nous devons avoir ici. Alors, les gouvernements aussi nous regardent. N'oublions pas cela. Cette décentralisation qui est tant recherchée au niveau de la crypto-monnaie, alors les gouvernements aussi ils sont là aussi pour regarder ce qui se passe dans les différents protocoles, comment ils peuvent agir. Voilà. Alors vous avez vu Uniswap qui fonctionne aujourd'hui bien, mais au départ, c'était pas facile. Au départ, c'était pas facile. Et aujourd'hui, les hackings là, que nous constatons aujourd'hui, en 2014, selon, quand on fait les recherches, on se rend compte que c'était encore plus énorme. Il y avait moins de possibilités de sécuriser ces différentes crypto-monnaies. Aujourd'hui, même avec Trust Wallet, vous avez plein de protocoles aujourd'hui qui existent qui vous permettent de pouvoir sécuriser. Pour ceux qui aiment aussi utiliser les ordinateurs, voilà, eux aussi, ils ont les Ad Wallet, ils ont les Ledger qui peuvent prendre pour sécuriser pour ceux qui aiment bien ça. Même là-bas encore, là-bas aussi, la sélection aussi se fait aussi de façon minutieuse. On ne va pas sur n'importe quelle plateforme pour aller prendre une clé, un Ledger pour aller dire qu'on va sécuriser. Tout ça là aussi, ça aussi ça. Donc aussi, le côté, par exemple, des plateformes décentralisées que nous utilisons ici, les Trust Wallet. Alors, si tu n'as pas sécurisé tes acquis, là, tu viens simplement, tu fais la sécurisation basique, alors tu es sûr que toi, tu ne vas pas arriver avec tes crypto-monnaies où tu es. Parce que les gars, ils sont assis là, eux passent la journée, ils sont assis en train de créer des protocoles. C'est des mêmes développeurs, hein. C'est pas n'importe qui, un gars, un plaisantin, non, c'est des vrais développeurs qui sont assis en train de réfléchir comment ils mettent des protocoles en place pour fonctionner. Dès que tu t'en fais l'achat sur une plateforme décentralisée, alors du coup, il y a des crypto-monnaies qu'on t'envoie en cadeau et toi, tu es là, tu vas interagir. Ça paraît, tu aimes tellement cadeau facile, des choses faciles, là, c'est ce que tu aimes. Alors tu t'as interagi avec ça et puis du coup, ton compte est infecté et un matin, il ramasse toutes tes crypto-monnaies. Quand on te dit de venir te former, tu penses qu'on le dit ça sur coup de tête. C'est parce que beaucoup de personnes se sont fait avoir dans ce protocole-là, ils viennent d'arriver et ils pensent que c'est... Et il n'y a pas un jour où on ne m'appelle pas pour dire on vient de prendre mes baby dolls, on vient de prendre mes Raka. Dernièrement, même c'était des ERC de Shiba qu'on a pris. Alors si tu penses que tout ça là, toi tu veux venir interagir, tu veux faire de l'argent dans le monde de la crypto-monnaie, comme Vitalik le dit, c'est le Far West actuellement. Alors c'est un Far West parce que cela aussi est intéressant parce que plus la régulation n'est pas encore totale, alors on a plus de profit à se faire. Mais ce n'est pas parce qu'on a plus de profit à faire qu'on ne doit pas aussi sécuriser nos acquis. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas sécuriser nos acquis. Il y a plein de façons de sécuriser ces acquis. Alors ces acquis-là, c'est la plus facile pour vous aujourd'hui. Interagir avec votre Trust Wallet, c'est de pouvoir sécuriser le réseau là-bas. Alors pourquoi sécuriser ce réseau? Binance fait pour lui. Toi, tu fais quoi? Alors, l'État a mis, c'est comme l'État a mis
la police, la gendarmerie, les militaires pour sécuriser le pays. Maintenant, l'État n'a qu'à venir mettre un gardien devant ta porte pour sécuriser ta porte encore, alors ça ne se passera pas. C'est ce que Binance fait, c'est-à-dire à grande échelle, il sécurise le réseau. Mais toi-même, devant ta porte, là, Binance ne va pas venir te dire, il ne faut pas aller agir avec ce protocole. Tu cliques sur n'importe quel lien qu'on t'envoie. N'importe quel lien qu'on t'envoie, tu cliques dessus. Partout, même, tu vas avoir airdrop, là, tu vas aller interagir là-bas. Bon, tu sais gratuit, là, tu sais, il y a quel accès dérobé derrière ces liens que tu cliques, tu ne sais pas. Alors, du coup, tu vas venir profiter. Et en profitant maintenant, voilà comment on prend accès sur toi-même ton compte. Tu viens rentrer dedans. Monsieur, vous ne pouvez pas rentrer dans votre compte aujourd'hui. Donnez-nous les 12 mots de sécurité, sinon vous ne pouvez pas avoir accès à vos comptes. Ça, mais c'est là, il est gentil. Sinon, mais il ne te demande pas ton adresse. Matin, tu te réveilles, il a vidé le compte. Là, maintenant, il ne fait rien avec toi. Et puis, tu ne vois même pas de traces. Par où il est passé? Il faut rester là. Il dit, c'est un développeur. Alors, ce n'est pas quelqu'un aussi d'anodin. Donc, fais attention. Plus ils deviennent malins, plus nous aussi, on doit être plus malins aussi pour sécuriser nos acquis. Donc, on va continuer. C'était juste une parenthèse par rapport à cela. Alors, nous avons dit que Ethereum, il faut 32 Ethers pour être un validateur de nœud. Voilà, et profiter. Voilà. Alors, n'oubliez pas que après le merge, ce n'est pas le seul. Il va y avoir le surge. Alors, ça, c'est prévu pour 2023. Le surge est prévu pour 2023. Lui, c'est le partitionnement du réseau, le rendre plus petit, rendre les nœuds plus petits qu'on appelle des shards. Alors, ces shards-là vont permettre de travailler avec ce qu'on appelle la beacon chain. La beacon chain, là, en fait, lorsqu'on fait le passage du proof of work vers le proof of stake, alors on est obligé de passer par ce qu'on appelle la beacon chain. La beacon chain maintenant va venir travailler avec ce qu'on appelle le surge. Le surge là-bas, alors parce qu'il y aura ce qu'on appelle le partitionnement du réseau. Alors tout ça c'est un peu technique pour vous, mais il faut qu'on vous explique ce qui se passe en arrière-plan pour que vous puissiez comprendre à quel niveau le protocole se trouve. Alors ce beacon chain qui va être implémenté, alors sur le côté surge, tout ça aussi a un impact aussi sur l'avancée du protocole d'Ethereum, alors sur le prix aussi, sur les frais aussi, tout cela aussi là, il va avoir aussi des impacts aussi. Après, comme on appelle le surge, on va avoir le verge. Après le verge, on va avoir comment on appelle, le verge lui va permettre de faire l'optimisation de ce qu'on appelle le stockage du réseau, voilà, rendant les nœuds plus petits. Voilà. Après, on va avoir le purge, on va avoir le spurge. C'est des noms assez bizarres, voilà. Mais les geeks là même, là, ils ont été toujours bizarres. Donc, faut pas me demander, voilà. Moi-même, j'apprécie pas les noms, mais on s'adapte. Voilà ce qui se passe. Donc, généralement, quand on veut regarder tout ça, maintenant, quel avantage même, peut-être même, on va dire, va avoir sur le court, le moyen et le long terme. Alors, les avantages, prenant même simplement même le merge qu'on vient de faire, alors pour les écologistes, disent que c'est déjà bon, parce qu'on va quitter la consommation énergétique qui est élevée avec le proof of work vers une consommation presque nulle avec le proof of stake, la preuve de participation. Juste avant 32 Ethers, tu n'as pas d'ordinateur à payer, rien du tout. Tu as tes 32 Ethers, tu vas positionner, tu es validateur de nœud. Voilà simplement. Alors ça, c'est un avantage. Deuxième avantage, on nous explique ici que il y aura ce qu'on appelle la réduction de l'inflation qui passe de 4% vers 0,5%. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant pour dire que la quantité d'Ethereum en circulation va se réduire. Ce qu'il faut comprendre derrière l'inflation, voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà. Et donc, on nous dit que c'est au moins jusqu'à 90%, voilà, de réduction qui va se faire. Alors, 90% de réduction, alors on assimile ceci à 3 fois le halving. Alors, quand le mot halving ressort ici, ça doit te faire rappeler le Bitcoin. Alors, on nous dit ici que Ethereum va faire 3 fois le halving. 3 fois le halving, c'est la réduction de Bitcoin en circulation qui se produit chaque 4 ans. Alors, Ethereum va te faire ça, on va dire pratiquement chaque mois maintenant, parce que cette quantité de réduction-là va s'implémenter au fur et à mesure que les transactions sont faites. Ce n'est pas une affaire de dire après, c'est maintenant que ça se passe. Alors, cette transaction va avoir un impact de 4% jusqu'à 0,5%. Alors, 3 fois le halving. Alors, l'impact de ceci sur le prix d'Ethereum sera vraiment énorme en tenant compte que déjà, il y a le protocole EIP 1559 qui est déjà là pour réduire. Alors, si le merge aussi commence à rentrer en activité les 22 mois après,
alors vous allez sentir que non seulement la quantité d'Ethereum en circulation va se réduire drastiquement, alors cela va avoir un impact considérable sur le prix. Alors ce qui vous dit quoi? Ethereum aujourd'hui, c'est une valeur sûre. Voilà, le fait qu'ils aient reçu ce merge-là, c'est déjà bon. Alors, l'impact sur le prix va se faire ressentir au fur et à mesure que le temps passe. Donc, ce n'est pas forcément immédiat. Alors, par la suite, les frais aussi vont être réduits puisque une partie, il n'y a plus à faire de dire, les mineurs vont venir jouer, à faire, comment on appelle, à jouer aux enchères avec les frais des gens. Non, non, non. C'est le réseau qui détermine maintenant. Alors, ils vont réduire drastiquement les frais. Alors, l'impact sur le prix, les gens vont aller utiliser beaucoup l'Ethereum. Alors, tous les protocoles qui sont liés aussi à l'Ethereum aussi vont exploser. Voilà, n'oublions pas que le Shiba, alors, il a été implémenté sur Ethereum. Alors, si Ethereum augmente, le Shiba augmente. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la même chose que le Bitcoin. Quand le Bitcoin fait 50% ou bien fait 1000%, toute la sphère cryptographique aussi monte. C'est la même chose qui va se passer aussi avec Ethereum. Si Ethereum monte, il quitte les 1000 $, les 2000 $ pour aller dans les 10 000 $, alors le Shiba aussi va profiter d'Ethereum. Voilà pourquoi il est resté sur Ethereum pour créer un layer 2, c'est-à-dire se positionner sur la couche supérieure 2 d'Ethereum. Mais étant déjà sur la couche supérieure 1, le layer 1, il profite de la sécurisation d'Ethereum d'abord, avant lui-même sa sécurisation. Donc il est doublement sécurisé. Sans oublier qu'il va mettre ce qu'on appelle en place aussi, qu'il a déjà mis même sur le Shiba Swap, qu'on appelle la multisignature, qui fait qu'il y a des détections déjà, dès qu'il y a un faux type qui veut rentrer dans le réseau, on commence à le détecter 24 heures avant. Pour sécuriser. Donc, tout ça pour vous montrer jusqu'à quel point le Shiba Swap c'est sécurisé et avec comment on appelle l'évolution d'Ethereum aussi. Alors, c'est pas le Shiba seul. C'est pas le Shiba seul. C'est vrai que le Shiba sur Ethereum, mais il y a plein de protocoles, plein de pièces qui ont été implémentées sur la blockchain Ethereum. Eux tous vont monter. Mais quand on parle par exemple d'un Ethereum à 10 000 $, alors ne voyez pas que c'est faux. C'est faisable. Pourquoi? On va vous dire 3 fois halving. Alors certains voient l'Ethereum autour de 100 000 $ pour 2025-2026 si le Bitcoin en tout cas atteint les 1 million de dollars. Alors ils voient l'Ethereum à 100 000 $. Mais avant de passer à 100 000 $, il passe par où? Dans les 10 000 $. En passant par 10 000 $, le Shiba qui est en bas aussi, que tu penses qu'il ne peut pas atteindre les 0,01, il va te faire ça les yeux fermés. Parce que lui-même déjà, il a une communauté assez dynamique. À part sa communauté dynamique, alors il y a ce qu'on appelle aussi l'effet boomerang du côté d'Ethereum qui le booste encore 2 fois de plus. Alors avec le Bitcoin 3 fois boosté, alors il atteint des sommets que toi tu penses que c'est pas possible. Parce que toi, tu es un homme de la cueillette. Tu es assis là, tu fais tes calculs. On n'a qu'à manger aujourd'hui, demain on va voir. Tu es un homme de la cueillette. Alors selon Daniel Dufry, si vous voulez émerger, si vous voulez vraiment profiter de l'avenir, vous ne devez pas être un homme de la cueillette. Vous devez être un chaman. Un chaman de quoi? Un chaman qui... Les chamans, c'est eux qui visualisent. C'est eux qui essaient de rentrer en transe pour essayer de voir comment peut être le monde demain. Alors, on n'est pas des chamans, on n'a pas de boule de cristal, mais avec toutes les informations que nous avons aujourd'hui, nous pouvons nous projeter. Et quand on se projette, on ne se projette pas avec les informations de maintenant. On prend ces informations, on les met de façon exponentielle, voilà, en tenant compte des chiffres déjà existants dans le passé, alors ça nous permet de voir clair l'avenir. Alors c'est pourquoi, quand on dit 100 000 $, là, toi, tu le vois par exemple 1000 $, 1200 $, alors tu penses que c'est impossible que ça arrive. Ça va venir frapper à ta porte, tu ne vas rien voir venir même. Voilà. Les 3 fois halving qui se passe, on ne va pas venir te dire matin, là, halving a commencé. Tu vas constater. C'est un constat. Que tu saches comment merge fonctionne, que tu saches comment purge confond. On s'en fout. Dès que tu vas recevoir ça dans ton compte parce que si tu partais faire des transactions que tu payais 100 $ de frais, tu vas venir faire une transaction, tu vas payer 1 $. Tu vas se dire, ah mais on dirait c'est intéressant de travailler avec Ethereum. Tous les projets que tu pouvais payer, que tu ne pouvais pas payer, tu vas aller les payer. Alors qu'est-ce que tu fais? C'est l'argent qui rentre là-bas. Alors qu'est-ce qui va se passer sur le prix? Sa capitalisation boursière est en train de grossir, il va évoluer. Alors tout l'écosystème aussi évolue. Tous les projets qui sont dessus vont évoluer. Voilà ce que tu dois comprendre. Voilà. Alors, un Shiba à 0,1 même est possible avec un Ethereum à 100 000 $. C'est ce qu'il faut comprendre dans l'évolution de ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Voilà.
Alors, et si le marché explose, comme je le dis, pour 2026, alors si le Bitcoin se retrouve même ne serait-ce qu'à 500 000 $, alors n'oublions pas que le BNB aussi est calé. Le BNB peut se trouver facilement à 10 000 $, 5 000 $, 10 000 $, c'est facile. Alors, tous les projets liés au BNB, tels que les Baby Doge 401, après la vidéo, ça, ils peuvent le faire facilement. Avec une communauté assez forte de plus d'1 million, de 1 500 000 holders, alors c'est pas du jeu. Voilà. Mais quand il y a un raka entre 1 et 5 $ l'unité, c'est des choses qui sont possibles. Quand tu vois arriver entre 1 et 10 $ l'unité, c'est des choses qui sont possibles. Pourquoi? Parce que le BNB qui est en train de se débrouiller dans les 200 $, 150 $, voilà, les 300 $, alors va se retrouver dans les 10 000 $. Alors regarde combien de pourcents il a fait. Alors toute sa chaîne de blocs et tous ceux qui sont implémentés sur la Binance Smart Chain, alors vont exploser, même les pièces les plus soyées. Voilà des choses auxquelles vous devez vous voilà, informer et chercher à comprendre. Maintenant, quand on regarde l'évolution de tout ceci, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi de problème. Alors certains problèmes peuvent subsister. Voilà, parce que c'est pourquoi certains disent que eux préfèrent tout de même là pour le côté proof of work par rapport au proof of stake. Selon eux, le proof of stake, alors ça fait de sorte que les gens vont prendre le contrôle d'Ethereum parce qu'ils se disent quoi, avoir 32 Ethereum et celui qui a beaucoup d'argent. Celui qui a beaucoup d'argent peut venir prendre possession du réseau parce qu'il a plus d'argent. Parce qu'il a plus d'argent. Alors ce dernier-là, alors en étant une baleine, peut contrôler le réseau. Donc selon eux, ils ne préfèrent pas ce passage, voilà, de proof of work vers le proof of stake. Voilà quand on regarde même l'exemple du protocole, comment on appelle, décentralisé, qu'on appelle Tornado Cash. Alors Tornado Cash, c'est un smart contract. Voilà, qui fait quoi? Lui, il prend les différentes adresses existantes, il les mélange, il les mixe et il en reçoit encore une autre adresse intraçable. Voilà comment lui, sa technologie fonctionne. Alors, dernièrement, comment on appelle, les États-Unis ont demandé à ce que ce protocole-là donne les informations sur certains utilisateurs parce que certains utilisateurs sont déjà blacklistés par les États-Unis. Alors, s'ils sont déjà blacklistés par le Trésor des États-Unis, alors si ces protocoles-là, ils viennent avec les adresses, qu'ils interagissent avec une plateforme, alors toi, plateforme-là, si tu les laisses travailler là-bas, alors toi aussi, tu auras à répondre. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a certains protocoles qui sont allés voler de l'argent sur des exchanges et ils sont venus par Tornado mélanger les adresses et récupérer l'argent. Comment ça se passe? Daniel, comment Kwasi a envoyé 100 $ USDT à peut-être Ouedraogo. Alors, il passe par le protocole Smart Contract de Tornado. Alors, il va brouiller les pistes. Il va envoyer les 100 $. Malgré qu'il envoie les 100 $ dans, comment on appelle, le protocole qu'il envoie normalement à Ouedraogo, mais ça serait intraçable par le réseau parce que l'adresse a été mélangée. C'est comme une autre adresse qui est ressortie là-bas en envoyant 100 $. Donc, tu ne peux pas remonter à la piste pour savoir c'est qui est derrière. Voilà ce que le protocole Tornado faisait. Alors, ils ont demandé à ce que ce protocole-là puisse donner ces informations. Alors, les gens se posent la question. Si on n'arrive plus à se sécuriser aux côtés de la décentralisation, par exemple, la décentralisation dit ici que avec les smart contracts, tu n'as pas besoin d'identifier quelqu'un, mais c'est les adresses qui interagissent. Alors, si à travers encore les adresses, le régulateur vient mettre son nez dedans pour savoir qui a fait quoi, alors les gens se posent beaucoup de questions pour dire, ah, vraiment, il faut qu'on trouve une solution par rapport à ça, parce que la régulation, c'est une chose qui est intéressante, parce que ça sécurise aussi les différents protocoles qui viennent aussi pour faire n'importe quoi dans les réseaux. Alors, c'est pour les contrôler, mais aussi, ils cherchent aussi à avoir toujours, et c'est normal que les gouvernements vont toujours chercher à avoir le contrôle. Voilà, donc ça pose beaucoup de questions et donc c'est ce qui ramène vers le proof of stake pour dire, ah, vraiment, si des gens viennent, qu'ils ont plus de 32 Ethers, tels que la plateforme qu'on appelle Lido, qui possède plus de 30% des Ethers en circulation, alors c'est une baleine, mais c'est une plateforme décentralisée, mais c'est une baleine. Alors, est-ce que ces plateformes décentralisées, dans l'évolution du protocole d'Ethereum, ne vont pas pouvoir prendre la même mise sur les décisions qui vont être prises par Ethereum parce qu'ils possèdent en lui seul plus de 30%. Alors, vous devez comprendre là aussi qu'il y a aussi des risques. C'est pourquoi on vous dit, alors, en interagissant, toutes ces informations sont utiles avant de prendre des décisions. Voilà. Et donc, quand on finit, on va se dire simplement que, bon, on espère qu'on trouvera des solutions à tout ça.
Mais en attendant, le Bitcoin reste le champion, toute catégorie confondue, c'est le champion. Pourquoi? Parce que lui, il est dans son proof of work, alors il n'y a pas de possibilité de contrôle là-bas. Alors c'est les mineurs qui vont continuer à miner, et la difficulté de minage va sécuriser toujours le réseau. Il y aura toujours les halvings qui vont se produire chaque 4 ans, alors rendant le nombre de Bitcoin en circulation encore réduit, et ce qui fera que toujours le prix du Bitcoin va exploser jusqu'à dépasser les 1 million de dollars. Voilà des choses qu'il faut comprendre à travers ceci. Alors, un Bitcoin à 1 million de dollars, à 5 millions de dollars même pour certains. Voilà, selon Da Vinci, lui pense qu'un Bitcoin à 1 million, à 5 millions de dollars pour 2025. Il n'a même pas dit 2030, il dit 2025, un Bitcoin à 5 millions de dollars. Vrai ou faux, possible ou pas, alors quelqu'un qui a vu le Bitcoin à 1 dollar, s'il est en train de se projeter de cette manière, qui es-tu pour venir discuter avec lui? Tu as connu le Bitcoin à 1 dollar, lui il a connu le Bitcoin à 1 dollar. Lui il est milliardaire aujourd'hui dans le Bitcoin. Alors sa parole là, ça fait effet. Voilà, tu prends ça, tu mets de côté et puis tu analyses au fur et à mesure par rapport aux informations qui viennent pour pouvoir déceler, voilà, la pépite d'information pour pouvoir profiter de cela. Donc les prévisions que nous avons faites sont des prévisions qui sont possibles dans l'écosystème des crypto-monnaies, sans oublier un Shiba à 0,01, même un Shiba à 0,1, des choses qui sont possibles 2025, 2026 jusqu'à 2030. C'est des choses qui pourront être faites avec tout ce que nous connaissons, le Shibarium qui est en train de venir, qui est aussi la layer 2 encore d'Ethereum. Alors le Shi aussi qui sera le stablecoin. Alors les leçons tirées de Terra Luna avec l'USTC, alors tout ça va être pris en compte pour lancer ce stablecoin, sans oublier le jeu Eternity qui fait vraiment comment on appelle, du bon dans l'écosystème des crypto-monnaies, sans oublier aussi le merveilleux écosystème aussi du Shiba Metaverse aussi, qui fait aussi des choses merveilleuses là-bas, et tout ce qui va venir. Alors c'est une crypto-monnaie qui a beaucoup à vous donner dans l'avenir. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et aussi sur l'actualité d'Ethereum, l'avenir d'Ethereum, l'avenir de toutes les crypto-monnaies ERC20. Alors c'est de ça que nous avons parlé. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Alors rentrez en contact pour profiter de l'écosystème des crypto-monnaies. Voilà, la formation au niveau d'Abidjan, c'est prévu le 29, le 30 et le 1er novembre prochain. Ensuite, là, vous devez rentrer en contact avec le grand leader Bill, Georgette et Elisabeth. Au niveau de San Pedro, alors vous allez interagir directement avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph, avec son acolyte de tous les jours, voilà, Sango. Voilà, vous interagissez pour pouvoir prendre vos différentes inscriptions. Et là, nous serons là-bas le 17 et le 18 novembre prochain, voilà, juste après Abidjan, pour faire la formation là-bas. Au niveau de Mans, voilà, très bientôt aussi, vous aurez aussi la prochaine date qui a été reportée là. Voilà, donc rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abengourou, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle voilà, Yapi, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle DJ. La formation au niveau d'Azopé, c'est avec voilà, le leader qu'on appelle Yves le Prince, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions dans cette zone. Formation au niveau de l'international à Ouagadougou, c'est avec le grand leader charismatique Dieudonné. Voilà, vous devez rentrer en contact avec lui pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham, avec lequel vous devez interagir. La formation au niveau du Sénégal, c'est avec le grand leader qu'on appelle Mahama, avec lequel vous devez interagir. Et la formation au niveau de la RDC, c'est avec le grand leader, voilà, que nous saluons au passage, voilà, Faustin, voilà, qui a perdu aussi son grand frère. Voilà, vous entrez en contact avec lui, présentez lui aussi vos condoléances. Voilà, donc c'est avec lui vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà, nous avons donné le nom de tous les représentants et ceux qui n'ont pas entendu le nom, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas toujours de sécuriser vos acquis afin que toutes ces prévisions qui vous ont fait rêver alors deviennent des réalités probantes. Il y a des réalités que vous pouvez toucher à la main. Alors des gens qui n'ont pas cru en vous quand vous avez parlé de crypto-monnaies, ceux qui n'ont pas vu le Bitcoin à 1 dollar, même à 100 dollars, maintenant aujourd'hui,
On vous dit qu'il y a un prochain Bitcoin en train de se dessiner à l'horizon et c'est l'Ethereum. Tu le vois actuellement, il a 1000 $, 2000 $. Alors avant qu'il n'arrive dans les 10 000, les 100 000 $, c'est une position aussi à prendre aussi. Alors, c'est à vous de réfléchir, de faire vos propres recherches aussi avant de prendre vos décisions. Mais la pépite d'information vous a été donnée ici et nulle part ailleurs. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance.